4 actions, 100% naturelles, 100% pratiques et fondées sur des bases scientifiques pour contribuer à réduire votre tension artérielle. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour, c'est Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, technique de bien-être basée sur une approche profonde, scientifique et sensible du fonctionnement du corps et de ses besoins. N'hésitez pas à télécharger le mini-guide en passant par le lien indiqué dans la description de la vidéo. Il est gratuit. Et bien sûr, si vous le souhaitez, cliquez sur j'aime, cliquez sur la cloche de notification. Cela renforce le fait que YouTube conseille cette vidéo à d'autres visionneurs et cela contribue à notre travail de diffusion d'informations. Alors, l'hypertension, une façon de la traiter, c'est simplement de se dire, tiens, je vais prendre de quoi faire baisser la pression artérielle, d'accord ? Ici, une autre démarche va vous être proposée. Se dire, tiens, mon corps manifeste de l'hypertension, quelles sont les causes de cette hypertension ? En coach respiration, nous nous intéressons aux besoins fondamentaux du corps. Et on comprend bien que si les besoins fondamentaux du corps ne sont pas comblés, le corps a des difficultés pour fonctionner de façon harmonieuse et une manière de dysfonctionner peut être, en fonction des sensibilités de chacun, une tendance ou, concrètement, de l'hypertension artérielle. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est vous proposer 4 actions ciblées sur 4 besoins fondamentaux du corps pour lesquels un lien scientifique a été établi avec le risque de développer de l'hypertension, voire de l'hypertension déjà installée. Répondre à ces besoins permettra de faire du préventif et éventuellement, dans la mesure de ce qui est encore possible pour votre corps, du curatif, mais bien sûr, ce qui va vous être présenté ici ne remplace pas les médicaments qu'un médecin vous aurait prescrits. Soyez prudents, c'est une aide, une complémentarité qui vous est proposée. C'est parti pour la première action. Le premier besoin fondamental du corps, qui va avoir un effet direct sur le risque d'hypertension ou l'élévation de la tension artérielle si il n'est pas comblé, c'est la nécessité d'assurer au corps des apports suffisants en potassium. Ceux qui me connaissent doivent se dire, voilà, Jean-Marie qui parle encore de son potassium. J'insiste à ce point parce que le potassium est absolument fondamental pour toute approche de santé et de bien-être qui tient compte du fonctionnement du corps humain. Je ne suis pas sûr que chacun réalise le lien qu'il y a entre apport de potassium et risque d'hypertension. S'agit-il d'une déclaration qui est propre à Jean-Marie Defossé ? Pas du tout. Je me réfère pour cela notamment aux déclarations de l'OMS. L'OMS déclare que les apports suffisants en potassium, c'est à partir de 3,5 grammes par jour. Nous reviendrons sur ce à quoi ça correspond. Et d'autre part, il est clairement dit dans les documents de l'OMS que lorsqu'une personne est exposée à trop de sodium et pas assez de potassium, elle peut être exposée à un risque d'hypertension artérielle. Voilà en toutes lettres, de la part d'une autorité de santé, une indication qui pointe directement vers la nécessité, lorsque vous avez un problème d'hypertension, non pas seulement de faire attention au sodium, dont tout le monde parle, avec raison, mais également de faire attention à vos apports de potassium. L'OMS ne dit pas c'est trop de sodium ou pas assez de potassium. Il parle bien des deux. Et sachez qu'au niveau du fonctionnement du corps, le potassium est ce qui permet au corps d'éliminer le sodium excédentaire. Réduire le sodium de façon très brusque et même jusqu'à carencer le corps en sodium parce que le corps a des besoins en sodium n'est pas une bonne option. Les études montrent que les régimes très pauvres en sodium n'améliorent pas l'espérance de vie. L'idéal, ce sont des apports justes en sodium, c'est 2 grammes de sodium par jour, soit 5 grammes de sel environ par jour, de sel de sodium, et
des apports en potassium de 3,5 g de potassium, ce qui correspondrait, si c'était du chlorure de potassium, à au moins 6 g chaque jour. C'est seulement si ce besoin fondamental en potassium est comblé que votre corps a toutes les chances de pouvoir échapper au développement d'hypertension. Alors, ce qui est très important par rapport au potassium, c'est de ne pas considérer que, 5 fruits et légumes par jour, c'est suffisant. Certaines personnes me disent, oui, mais moi je mange une banane, je mange une salade verte, c'est parfait pour mes apports en potassium. Je suis désolé, mais faites des calculs avec des tables de teneur en potassium et vous verrez que ça ne suffit pas. J'ai publié à ce jour 3 vidéos sur la question du potassium. Sur ma chaîne, elle porte les numéros 20, 21 et 22. Je vous invite à les visionner. Vous trouverez des explications sur pourquoi le potassium est si important et de façon plus concrète, en ce qui vous concerne, vous trouverez également des tables qui vous donnent la liste des aliments qui sont des donneurs de potassium et la liste des aliments qui, au contraire, sont plutôt des preneurs de potassium. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations encore plus complètes dans mon livre consacré au potassium aux éditions Hérold. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental numéro 1 concernant l'hypertension, c'est assurer des apports suffisants en potassium. C'est le première barrière protectrice et réductrice de la tension artérielle. Vous pourriez me dire, mais enfin, d'accord, j'entends que le potassium est vraiment important, ça m'intéresse, je n'avais pas entendu parler de ça avant, je vais prêter attention, mais j'ai une question. Imaginons que ma tension artérielle soit normale, je suis à 12, si je prends du potassium, est-ce que ma tension artérielle va baisser? Très bonne question. Des études ont montré que des personnes qui avaient de l'hypertension, lorsqu'elles assuraient des apports suffisants en potassium, pouvaient avoir une baisse, alors en moyenne, à 3 points. C'est-à-dire, par exemple, de passer de 18 à 15. Mais, et ça c'est absolument formidable, les personnes qui ont déjà une tension artérielle normale ne subissent pas la baisse de pression artérielle. Donc, le potassium est vraiment un minéral qui permet une normalisation de la pression artérielle. Alors, faites attention, si vous avez déjà de l'hypertension et que vous voulez prendre du potassium en apport suffisant, pour suivre les recommandations de l'OMS, je vous invite, c'est bien dit dans mes vidéos, mais je le redis ici, à voir avec votre médecin, parce qu'un grand nombre de médicaments contre la tension artérielle agit sur le fonctionnement des reins. Disons que ces médicaments font croire au corps qu'il y a beaucoup de potassium alors qu'il n'y en a pas, les apports n'étant pas suffisants. Mais le corps garde le potassium dans ces conditions. Et donc, si vous prenez du potassium en quantité suffisante en même temps qu'un médicament contre l'hypertension qui agit de cette manière, vous pourriez avoir un problème d'élimination du potassium excédentaire. Donc, cela, si vous êtes déjà concerné par une prise de médicaments, voyez avec votre médecin comment vous pouvez encore suivre les recommandations de l'OMS. De façon concrète, je vais vous proposer ici une recette. Une recette afin d'avoir un apport de potassium bien intéressant lors d'un repas de la journée. Alors cette recette est toute simple. J'appelle ça frites sans friture. C'est quelque chose que j'ai inventé. Vous prenez des pommes de terre, 300 g par personne. Vous les coupez en frites. Vous prenez des haricots, 150 g par personne, ou plus si vous voulez. Et vous allez mettre directement les pommes de terre au fond d'une poêle. Chose importante, il faut une poêle qui est équipée d'un couvercle qui ferme correctement. Vous allez mettre par-dessus les haricots, j'insiste sur l'ordre parce que les pommes de terre mettent plus de temps à cuire, enfin sont plus difficiles à cuire, ont besoin de plus de chaleur. Et vous mettez directement un demi-verre d'eau. Il faut mettre la quantité d'eau qui va permettre de faire toute la cuisson sans que les aliments en train de cuire sèchent. C'est à ce stade que je mets une pincée de sel, ça peut être du sel justement qui est un mélange de sel dit de régime qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, qui est un mélange appauvri en sodium, et il est enrichi en potassium pour compenser. Et simplement, je mets le couvercle et je mets à feu doux. Je vais laisser cuire. Alors, dès que ça commence à bouillir,
réglez le feu pour arriver juste à ce que ça mijote tout doucement. Parce que sinon, ça va bouillir à gros bouillon. Vous allez faire évaporer l'eau et vous allez brûler les pommes de terre qui sont en dessous. Donc, vous laissez mijoter ainsi 25 minutes, une demi-heure. Vous testez en soulevant le couvercle, voir qu'avec une fourchette, par exemple, la fourchette entre sans problème dans les pommes de terre. C'est alors cuit. N'ayez pas peur de laisser cuire un peu plus longtemps que nécessaire. Essayez aussi que l'eau finisse juste de s'évaporer, parce que ça peut donner une sorte de petit croustillant, bien qu'il n'y ait pas eu de matière grasse. Coupez le feu, arrivé à ce stade. Servez dans les assiettes, ou directement dans la poêle déjà, vous pouvez verser un filet d'huile d'olive. Pourquoi ne pas avoir mis l'huile avant ? Parce que quand vous chauffez de l'huile, vous l'abîmez. Là, vous conservez un maximum de propriétés intéressantes de certains composés présents dans les huiles. Et vous avez un plat qui est prêt, riche en potassium, par les pommes de terre, par les haricots. Et vous pouvez mettre par-dessus certaines épices, ça peut être du curry, ça peut être du paprika, et je vous assure que c'est un régal pour petits et grands. Je vous propose, après cette recette alléchante, de passer à la deuxième action. La deuxième action, afin de favoriser la prévention de l'hypertension, la baisse de votre tension artérielle excessive, c'est de prêter attention au stress oxydatif. Le stress oxydatif est dû aux radicaux libres, des formes chimiques contenant de l'oxygène très réactif et qui peuvent agresser les systèmes vivants. C'est assez récent que les chercheurs ont établi un lien entre stress oxydatif et hypertension. Le stress oxydatif module la fonction vasculaire, donc la manière dont les vaisseaux sanguins fonctionnent, le fonctionnement hormonal du corps, notamment au niveau du cortisol et de l'aldostérone, module également les réponses immunitaires et les réponses inflammatoires. Et tous ces paramètres ont un lien avéré avec l'hypertension. Ici, je vais vous proposer des recettes qui vont vous permettre d'assurer à votre corps des apports en antioxydants, avec l'idée que ces antioxydants vont répondre à un besoin fondamental de votre corps, des besoins en antioxydants justement, qui vont lui permettre de lutter de façon naturelle contre le stress oxydatif qui pourrait être excessif. Il est vrai que la nourriture industrielle est très pauvre finalement en antioxydants et à l'inverse, elle soumet le corps à une pression oxydative très élevée. Surtout tout ce qui est aliments préparés, qui n'est pas mangé de suite. Donc les aliments préparés ou congelés, beaucoup de matières grasses rancissent ou s'abîment, s'altèrent et ces critères-là n'entrent pas dans les mesures sanitaires des autorités de veille sanitaire. C'est assez curieux. Il est interdit de vendre des œufs pourris et vous pouvez vendre des noisettes ou des yaourts à la noisette, enfin des crèmes à la noisette où les noisettes sont complètement rancies. Ça se sent au goût, à l'odeur. Vous pouvez acheter des pommes dauphines et lorsque vous ouvrez le sachet, ça sent la vieille huile. Sachez que effectivement, ça ne va pas vous rendre malade dans les jours qui suivent. Par contre, ça soumet votre corps à un stress oxydatif intense. Un exemple de stress oxydatif connu, c'est la fumée de cigarette. Et vous pouvez voir qu'il est établi que les fumeurs vieillissent plus vite, notamment au niveau de la peau du visage, mais également leurs vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins abîmés, voilà, nous pouvons basculer plus facilement vers de l'hypertension. Ici, au lieu de fumer et d'abîmer nos vaisseaux sanguins, nous allons faire exactement l'inverse. Nous allons fournir au corps ce dont il a fondamentalement besoin pour assurer la bonne santé de ses vaisseaux, de ses capillaires. Et cela, ce sont des antioxydants. Alors, première recette, il y en aura deux. Les deux recettes correspondent à ce que j'appelle des pestos. D'accord ? Alors, ces pestos ne ressemblent pas aux pestos que vous allez trouver dans le commerce. Ils sont vieux, c'est mort à l'intérieur. Ici,
je vous propose de faire quelque chose de tout à fait frais. Alors, pesto numéro 1, c'est un oignon que vous coupez en fines lamelles et puis vous coupez ces fines lamelles le plus finement possible dans l'autre sens. D'accord? Ensuite, un potimarron. Il n'y aura pas besoin de tout potimarron. Prenez bien des potimarrons et pas des potirons. Ils sont moins chers, mais le goût, les saveurs sont différentes. Et ce potimarron, vous allez le couper en très fines lamelles grâce à un éplucheur économique. Et ces fines lamelles, à nouveau, vous allez les couper en très petits. Vous placez le potimarron avec les oignons. Vous rajoutez du curry. Privilégiez du curry sans poivre. Le poivre est inflammatoire au niveau des intestins. Versez de l'huile d'olive. Et une fois que vous avez mis l'huile d'olive, vous pouvez rajouter un peu, pas énormément, juste pour donner un goût salé, relever le goût, une barrette de feta. Si vous ne pouvez pas prendre de feta parce que vous avez un problème avec le lait, rajoutez juste un peu plus d'huile d'olive. Vous mélangez le tout et déjà vous avez quelque chose d'absolument délicieux. Deuxième pesto que je vous invite à vous offrir et à offrir à votre corps, vous allez prendre des graines de lin fraîches, les passer dans un moulin à café. Il faudra bien que ce moulin à café soit propre au départ et que vous le remettiez propre lorsque vous avez fini. Ne laissez pas vieillir des restes de graines de lin. Les graines de lin contiennent des oméga 3, c'est ce que nous cherchons à donner au corps. En gélule, en ampoule, ces oméga 3 risquent d'être abîmés alors que dans la graine de lin, la graine étant vivante, les oméga 3 sont particulièrement protégés. C'est la forme idéale pour en consommer. Alors, la dose par personne et par jour, c'est 2 cuillères à café à dôme. Pas plus, sinon vous allez avoir un effet de fluidification excessive du sang. Et voilà la dose que vous pouvez vous accorder par jour. Placez dans le moulin à café. Vous y rajoutez, une fois qu'ils sont moulus, dans un bol, du persil coupé extrêmement fin. Je vous invite à rajouter des graines de nigel si vous aimez le goût de cette épice particulière surnommée parfois le cumin noir. Et vous rajoutez à nouveau de l'huile d'olive. Vous avez là 2 préparations que vous ne mélangez pas et je vous invite à consommer à la place de quoi? De confiture. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct entre le sucre et l'hypertension? Le sucre ne fait pas du bien à votre corps, surtout lorsque ce sont des apports de sucre qui ne sont pas associés à des apports en potassium. Ça crée des dysfonctionnements au niveau du corps qui n'arrivent pas à gérer ces apports massifs d'énergie. Mais là, ce que je vous invite à faire, c'est remplacer l'un par l'autre. Donc, le matin, sur votre pain sans gluten, j'ai une recette dans une des vidéos qui est présentée sur la chaîne, ou sur votre pain avec gluten, beurré ou non, beurré avec de l'huile de coco, pourquoi pas, avec du beurre normal si vous pouvez, attention, il reste toujours des protéines de lait, avec du beurre clarifié. Il suffit d'avoir fait fondre le beurre dans un récipient en bain-marie et vous enlevez le surnageant. Vous avez une tartine beurrée sur laquelle vous placez vos pestos et vous vous régalez. Et là, si vous faites ça chaque matin, chaque jour, vous offrez à votre corps un pack d'antioxydants naturels extrêmement intéressant. Notez bien que pour réaliser ces pestos, il n'y a dedans que des ingrédients crus. Si vous cuisez, que ce soit les graines de lin ou les légumes, vous perdrez une grande partie, potentiellement une grande partie des propriétés antioxydantes. Ça, c'était notre deuxième action anti-hypertension. Passons maintenant à la troisième. La troisième action à mener, là, vous allez dire au départ, ça c'est quand même beaucoup plus connu, mais vous allez voir, nous allons apporter des nuances très intéressantes. Il s'agit de la marche. Pour réguler votre tension artérielle, marchez chaque jour, autant que possible. Comment vous motiver à marcher? Cherchez dans les besoins de votre corps. Parfois, il faut dépasser de la fatigue, c'est vrai. Les emplois du temps sont parfois compliqués. Essayez de le glisser d'une façon adroite. Par exemple, peut-être remplacer un petit trajet en voiture que vous faites d'habitude par un trajet en marche à pied. Essayez de trouver peut-être, si vous aimez un peu la nature, un petit parc, un square dans lequel jusqu'où vous pouvez aller
pour vous poser et regarder un petit peu la nature en même temps que vous faites votre parcours de marche. Éventuellement, pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir un chien? Le chien ne demandera que ça, vous emmener dehors et vous faire beaucoup de bien. Mais marchez. Ensuite, concernant la marche, on vous dit partout que c'est important, c'est vrai, mais je vais être un peu direct, mais l'idée, c'est pas de se traîner, c'est de marcher. La marche est intéressante à partir du moment où vous marchez d'un bon pas. C'est la première chose. Alors, c'est vrai que si vous avez 90 ans et une vie qui a été bien fatigante, vous n'avez peut-être plus l'allant pour donner un élan nécessaire à votre marche. Mais autant que possible, sur de courtes distances, donnez de l'élan, redonnez du délié à votre corps. C'est important. Premier point, donc, la marche d'un bon pas. Deuxièmement, il faut veiller, lorsque vous marchez, à ne pas être en état de sous-respiration ou d'hyperventilation. Je vais vous proposer une technique de marche que j'appelle marche respirée. Elle consiste à faire durer les inspirations et les expirations un certain nombre de pas. Alors, je ne vous dis pas de faire ça pendant tout le parcours parce que ça pourrait être lassant. Mais sur la durée que vous jugerez intéressante, pour vous, dans vos ressentis, essayez de faire durer vos expirations 5 pas, puis d'inspirer pendant 3 pas, à nouveau de faire durer l'expiration suivante 5 pas, d'inspirer sur 3 pas et tourner ainsi dans ce rythme qu'on va appeler 5-3. 5 pas, c'est la durée de vos expirations, 3 pas, c'est la durée de vos inspirations. Donc vous marchez d'un bon pas et vous vous dites, voilà, attention, premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, cinquième pas, c'est mon expire. Puis, les 3 pas suivants, c'est ma durée d'inspire. Et j'enchaîne ainsi. 5 pas d'expiration, 3 pas d'inspiration. Intéressant. Très intéressant. Quand vous marchez, également, essayez de vous tenir droit. Ne forcez pas, mais ne vous laissez pas avachir non plus. Parce que là aussi, vous allez réduire les bienfaits potentiels de la marche. Postural est très important pour l'harmonie de votre corps. Un autre point important, lorsque vous marchez, va être de respirer au maximum par le nez. Alors, si vous parlez avec quelqu'un, ce ne sera pas possible, parce que pendant qu'on parle, on expire par la bouche. Par contre, vos inspirations, vous pouvez continuer à les faire par le nez. Je trouve ça extrêmement anxiogène d'entendre les gens tirer tellement à l'inspiration qu'ils le font bouche ouverte avec presque un bruit d'asthmatique. Faites vos phrases, racontez votre vie, et puis prenez le temps d'inspirer tranquillement par le nez. C'est juste une pause que vous offrez à votre corps. Ensuite, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est un exercice que je vous propose, en plus de la marche respirée en 5-3. Je veux vous proposer cet exercice parce que l'un des intérêts de respirer par le nez, notamment, mais pas le seul, c'est qu'il permet à votre système respiratoire de bénéficier de la production naturelle de monoxyde d'azote qui se passe dans les sinus. Alors ceux qui sont un peu branchés moteur, pollution atmosphérique doivent se dire, oh là là, du monoxyde d'azote, mais c'est toxique. Alors oui, c'est toxique quand il y en a beaucoup trop, mais à dose physiologique, c'est-à-dire à dose normale pour la vie, le monoxyde d'azote est en fait indispensable au bon fonctionnement du corps. Et il se fait que nos sinus en fabriquent de façon spontanée. Ce qui fait que dès que vous respirez par le nez, vous inhalez ce monoxyde d'azote. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il est antibactérien, il serait antiviral, il est capable de dilater les vaisseaux sanguins, très intéressant quand il y a hypertension artérielle et donc trop de pression. Il est anti-stress oxydatif. Donc, ok, on va respirer par le nez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une technique pour faire en sorte que le corps entier fabrique un peu plus de monoxyde d'azote ? Il va être très important d'abord d'arrêter de respirer par la bouche. Parce que ça crée souvent, ou c'est souvent associé à de l'hyperventilation, et donc vous remplissez pas les conditions pour que le corps déclenche ces mécanismes de production de monoxyde d'azote interne. Pour un peu forcer ces mécanismes à fonctionner,
je vais vous proposer l'exercice suivant, justement. Vous marchez. Vous avez fait votre 5-3 ou vous n'étiez pas en train de faire le 5-3. À un moment donné, vous vous laissez expirer normalement. Vous ne poussez pas, juste vous expirez normalement et là, vous suspendez votre souffle pendant 30 pas. Et pendant 30 pas, le plus sereinement possible, parce que le but c'est de se faire du bien et pas de stresser, vous retenez votre respiration, vous la suspendez. Au bout des 30 pas, c'est sûr que vous aurez très envie de respirer beaucoup et très envie de respirer par la bouche. Ça, vous ne faites surtout pas. Faites tout ce que vous pouvez pour reprendre votre souffle par le nez. Si vraiment 30 pas, c'est impossible pour vous parce que vous finissez, eh bien faites 25 ou 20. Et avec le nombre de chaque jour d'entraînement que vous ferez, vous allez vous améliorer. Mais essayez. Vous finissez votre expire, vous suspendez votre souffle et tout tranquille, vous marchez vos 30 pas, tonique, un bon pas, et au bout des 30 pas seulement, vous reprenez votre respiration. Donc vous avez bien entendu, en essayant de tout faire pour reprendre ce souffle par le nez. Ça sert à quoi? Ça va déclencher partout dans votre corps, au niveau des vaisseaux sanguins, la libération de monoxyde d'azote. Et vous allez obtenir une dilatation de vos vaisseaux sanguins. Cette production de monoxyde d'azote, lorsque le corps est légèrement privé d'oxygène, est extrêmement bienfaisante. Le monoxyde d'azote a été élu il y a quelques années molécule cardiaque de l'année par une organisation de cardiologues américains, parce que sa libération a vraiment un effet positif sur le système cardiaque et bien sûr donc sur l'hypertension. Je vais vous proposer maintenant la 4e action pour votre hypertension. La 4e action va consister à améliorer votre capacité à expirer en profondeur. Alors, pourquoi il y aurait-il un lien entre hypertension et capacité réduite d'expirer en profondeur? Alors, il faut savoir qu'un grand nombre d'études confirment de façon unanime le fait que la capacité à expirer en profondeur d'une personne est corrélée avec son espérance de vie. Donc, plus vous êtes capable de vider vos poumons, et plus vous allez vivre longtemps au niveau statistique. À l'inverse, moins vous êtes capable de vider vos poumons, et plus votre espérance de vie, par rapport à ce que statistiquement il vous resterait à vivre, va être réduite. Et le plus surprenant, c'est que cette corrélation, ce lien, reste vrai quel que soit votre état de santé. Même si vous êtes obèse, que vous avez de l'hypertension, du diabète, peu importe, si vous avez une capacité d'expiration qui est 100% préservée, vous vivrez plus longtemps qu'une personne qui a une capacité d'expiration qui est détériorée. Alors nous avons tous plus ou moins, lorsque nous avons des soucis de maladie, des réductions de cette capacité d'expiration. Et justement, en coach respiration, depuis le début, nous focalisons le travail de nos exercices sur notamment l'approfondissement de l'expiration. L'approfondissement de l'expiration ne peut se faire qu'avec un travail sur le diaphragme. Et le diaphragme, vous savez, c'est ce muscle en forme de parapluie qui se situe entre les poumons et les viscères. Ce travail sur le diaphragme, à nouveau, c'est un peu comme le potassium, est complètement sous-exploité. Les ostéopathes qui adorent les liens entre les différentes parties du corps montrent, avec des études scientifiques tout à fait sérieuses, que le diaphragme est lié à l'ensemble du corps. Au point que, lorsque vous inspirez ou expirez, quand vous toussez, le cerveau bouge à l'intérieur de la boîte crânienne, par exemple. Des liens vers le bas existent également avec le périnée, et donc ce soutien au niveau du bassin qui peut masser la masse viscérale à chaque inspire-expire. Libérer le diaphragme, c'est améliorer votre espérance de vie. Et donc ça ne se fait pas comme ça. Ça demande un travail au niveau du corps entier. Dans les exercices de base du volet respiratoire de coach respiration, nous avons essayé de combiner un maximum d'actions en faveur de la libération du diaphragme. Il y a dedans du postural, du drainage lymphatique,
Il y a dedans des pensées positives, parce que c'est aussi lié à ça. Je voudrais faire une autre parenthèse par rapport au diaphragme et au cœur. Il faut savoir que le cœur est attaché, enfin l'enveloppe qui protège le cœur, le péricarde, est accrochée au diaphragme. Et donc quand votre diaphragme monte ou descend, votre cœur monte ou descend. Et ce qui a été montré, c'est qu'une personne qui est sans cesse poumon plein, c'est l'inverse d'être capable de vider ses poumons, une personne qui est sans cesse poumon plein a donc le diaphragme qui est abaissé, et en fait ça tire le cœur vers le bas d'une certaine manière. Ça crée des tensions au niveau des nerfs, au niveau des vaisseaux sanguins, qui serait un facteur aggravant de risque d'hypertension. Donc, vivre en état de capacité à vider ses poumons et avoir une respiration spontanée qui n'est non pas poumon plein, sternum levé comme ceci, mais qui est poumon vide, avec le diaphragme qui est bien remonté, c'est vraiment un facteur qui peut aider à réduire votre risque d'hypertension, voire réduire votre hypertension déjà installée. Par ces mêmes exercices, vous agirez également au niveau nerveux. Nous n'en avons pas parlé jusqu'ici, mais vous pouvez aussi faire de l'hypertension parce que la tension nerveuse est très forte en vous, autour de vous. Dans ce cas, à nouveau, ces exercices de respiration peuvent énormément vous aider. Donc, je vous invite à pratiquer chaque jour ces 4 exercices. Vous pourriez me dire, ah non, je n'ai pas le temps. Regardez-les. Une fois qu'ils sont maîtrisés, au total, cela prend 3 minutes. Je vous invite à faire ça une fois par jour, pourquoi pas 3 fois si vous avez le temps, mais avoir 3 minutes pour prendre soin de soi, c'est vraiment un cadeau simple que vous pouvez vous autoriser à vous faire. Et d'ailleurs, dans un des exercices, justement, on se suggère pendant le travail respiratoire, qu'on a le droit de prendre soin de soi. Donc, accordez-vous le droit de prendre soin de vous. Accordez-vous le droit de retrouver une bonne santé aussi bonne que possible. Accordez-vous le droit d'être heureux d'être dans cette vie. Ça, c'est vraiment très important. Cela fait partie de l'harmonie et des besoins fondamentaux du corps. Pour cela, pratiquez les 4 exercices de base du volet respiratoire de la coach respiration. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir un mini-guide gratuit de coach respiration en suivant le lien qui est donné dans la description. Dans tous les cas, je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin des autres, à prendre soin de notre si jolie planète, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de coach respiration.